Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la rediffusion des journées du RMT Maël. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 qui s'intéresse aux consommations en eau et en énergie des élevages. Bonjour à tous. Donc, alors un petit sommaire virtuel, puisqu'on ne l'a pas écrit. On va vous présenter quelques éléments de méthodo, mais c'est tout simple. Ensuite, on va faire un focus sur les consommations d'énergie et d'eau de l'élevage français. Et puis après, on explorera avec Yvonique les potentiels d'autonomie sur ces deux critères-là. Et puis, il y aura quelques éléments de réflexion pour une vision d'avenir, comme on dit. Donc la méthode, vous avez entendu parler de ça à plusieurs reprises ce matin. Donc on est comme pour les autres basé sur les 4 types agribalises et les effectifs de l'année 2022 avec 2 périmètres concernant ces consommations, un périmètre lié aux consommations indirectes et un périmètre lié aux consommations directes de l'élevage. Voilà. Donc, on se retrouve comme pour les ACV, avec une empreinte eau et aussi l'utilisation de toutes les ressources en énergie fossile directe et indirecte. Voilà. Un petit tableau ici, si vous avez envie de vous amuser à calculer avec les conversions, les coefficients de conversion avec les équivalences énergétiques qui ont été utilisées. En fait, sur l'énergie, on parlera en térawattheures sur les chiffres qui vont être présentés. Voilà. Alors, sur les consommations directes, que ce soit en eau et en énergie, on va retrouver tout ce qui se passe sur les bâtiments d'élevage et ce qui se passe aussi au niveau du pâturage et des parcours, donc sur l'exploitation agricole. Au niveau des consommations, alors oui, je ne prends pas dans le détail, je pense que c'est assez facile à comprendre. Sur les consommations indirectes, en fait, ça va être tout ce qui est la production d'aliments nécessaires aux troupeaux, que ces aliments soient produits en France ou ailleurs et qu'ils soient produits sur l'exploitation agricole ou en dehors de l'exploitation agricole. Voilà comment sont définis ces deux périmètres. Les résultats, je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Oui. Alors sur les consommations, sur la partie eau, consommation eau des élevages, donc on est sur la notion empreinte en fait. Vous avez les résultats. Donc la ferme France, au niveau de l'élevage, consomme 42,4 milliards de mètres cubes d'eau par an, dont 0,4 en consommation directe, donc bâtiments et prairies. Et cette consommation-là, en fait, elle correspond à 34% des consommations d'eau de la France. Voilà, donc ça donne un ordre de grandeur. Vous avez là la répartition par filière, avec en assuré les consommations indirectes liées à l'alimentation. Et donc vous avez les résultats pour les porcs, les poules pondeuses, les volailles de chair et les palmipèdes, les bovins, qui sont les champions, on les retrouve à nouveau en tête, et puis des petits ruminants. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces consommations d'eau sont exprimées en eau déprivée, c'est-à-dire que ce n'est pas juste la consommation au compteur d'eau de l'exploitation agricole, mais il y a un coefficient qui s'applique dessus, qui est relatif au risque de stress hydrique sur la région où est consommée cette eau. Donc, par exemple, sur la France, c'est un coefficient de 6,98. Quand on est sur une eau consommée ailleurs en Europe, on va être sur un coefficient de 36,5. Et si on est sur de la consommation à l'échelle mondiale, on est sur un coefficient de 44,04. Voilà, donc la consommation d'eau est relativisée par rapport à l'abondance ou pas de l'eau dans la région où c'est consommé. Sur la partie énergie, en fait, l'élevage français donc, consomme 76 TWh. Voilà. Et cette consommation, elle est à 11, il y a 11,9 TWh qui sont des consommations d'énergie directes, donc toujours bâtiments et prairies. Voilà. Et ça représente en fait 8,2% des consommations énergétiques de la France. Donc l'élevage, 8,2%. Et là, vous avez à nouveau la répartition par
par filière avec la partie assurée qui sont les consommations d'énergie liées à l'alimentation, donc indirectes. Et là, on voit à nouveau la consommation importante pour les bovins, puis les porcs, puis les volailles de chair et palmipèdes, les poules pondeuses et les petits ruminants. Donc on voit quand même que sur ces consommations-là, que ce soit pour l'eau ou pour l'énergie, l'indirect a une part très importante. Donc l'alimentation, en fait, représente vraiment la majeure partie. 71% de l'eau, c'est de l'indirect, et 65% de la partie énergie, c'est aussi de la consommation indirecte. Alors, on va faire un zoom sur ces consommations directes. Donc, le chauffage, la ventilation, l'abreuvement, le lavage, l'abreuvement au champ, voilà, tous ces postes de consommation. Alors, les résultats un peu plus détaillés si on rentre sur les consommations directes. Donc, vous avez les fameux 0,4 milliards de mètres cubes, là, avec la répartition par filière. On retrouve toujours les bovins avec 81% de ces consommations d'eau directe. Alors, on a introduit une autre notion dans nos travaux qui est de savoir si cette eau consommée est une eau entièrement perdue ou est-ce que c'est une eau qu'on va retrouver quelque part sous une autre forme. Donc, on a chiffré, en fait, sur toute cette consommation-là. On a 31 millions de mètres cubes qui va se retrouver, en fait, dans les produits qui sortent de l'élevage, donc dans le lait, dans les œufs et dans la viande, dans les animaux. Voilà. Donc 31 millions de mètres cubes sur les 400 millions, hein, c'est ça. On va avoir de l'eau aussi qui va se retrouver sous forme dans les déjections, en fait. Donc 84 millions de mètres cubes d'eau qui se retrouvent dans les effluents bruts en sortie d'élevage, les lisiers, les fumiers et les fientes. Voilà, donc on peut dire que sur toute cette eau qui est consommée par l'élevage, un tiers, en fait, va se retrouver dans ces compartiments effluents ou ce compartiment produits animaux. Les 2 tiers sont vraiment de l'eau consommée qui ne se retrouve pas sous forme de ces différents produits. Par rapport aux consommations d'énergie directe, alors qu'est-ce qui est consommé? Là, vous avez la part entre l'électricité, les produits pétroliers et le gaz. Donc 3,95 TWh sous forme d'électricité, avec à 68% par les filières bovins. Et puis ensuite, en deuxième position, on va avoir les porcs sur les consommations d'électricité. On a 4,37 TWh de consommation pour les produits pétroliers raffinés. Donc là, on va retrouver pratiquement 88% de consommés par les bovins. Et en deuxième position, on va avoir les petits ruminants, 5,8%. Et puis la dernière énergie fossile consommée, ça va être le gaz. Donc 3,58 TWh consommés en gaz, avec en premier, là, à 65%, les volailles, le chauffage des bâtiments de volailles, et en deuxième, les volailles de chair et palmipèdes, et en deuxième position, les poules pondeuses, donc vraiment part prépondérante pour les volailles, et 9,4% pour les bovins. Voilà la répartition des consommations d'énergie. Donc c'est un inventaire, plein de chiffres à retenir ou pas. Alors, par rapport au potentiel qu'on peut avoir d'autonomie, je passe la main à Yvonique. Merci Laurence. Alors, donc effectivement, Laurence, là, dans ce qu'elle vous a présenté, elle vous a présenté un peu une photo à un instant T de tout ce qui a été consommé donc, par la Ferme France. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, finalement, le vivier d'élevage que l'on peut avoir au sein donc, du territoire peuvent aussi représenter une espèce d'opportunité pour produire de l'énergie et potentiellement pour essayer de récupérer aussi une certaine quantité d'eau qui pourrait être finalement prélevée directement donc, sur les toitures plutôt que d'être prélevée donc, à l'intérieur donc, des sols. Donc les slides qui vont suivre en fait ont vocation à vous montrer que finalement on a un potentiel grâce au vivier donc, d'élevage que l'on a pour récupérer ce genre de choses. Alors on va commencer par les toitures.
En fait, quand on regarde les toitures de nos bâtiments donc existants, en fait, on considère que, au vu de l'ensoleillement moyen que l'on a en France, on est en mesure de produire 206 kWh par mètre carré de toiture et par an à partir donc d'installations photovoltaïques. De la même façon, si on prend la pluviométrie moyenne française, on est autour donc, de 690 mm par an et par mètre carré, donc qui vont tomber et qui vont nous permettre de récupérer finalement des quantités d'eau et de produire des quantités d'électricité qui vont pouvoir être importantes. Malgré tout, on est obligé de venir pondérer un peu tout ça sur le fait que quand on parle de photovoltaïque, déjà on peut estimer qu'on va avoir à peu près 50% donc, de nos toitures qui ne vont pas forcément être orientées de manière hyper efficace pour réussir à récupérer l'énergie solaire selon la course du soleil. De plus, dans les 50% donc de toitures restantes sur lesquelles on pourrait installer du photovoltaïque, on a quand même un certain nombre de contraintes avec lesquelles il va falloir composer, notamment des charpentes qui sont relativement fragiles liées à l'âge de nos bâtiments, ou tout simplement des charpentes qui sont donc amiantées et sur lesquelles donc, des interventions vont être trop compliquées. Et donc c'est pour ça que finalement on estime que on aurait à peu près 25% des mètres carrés de toiture disponibles sur lesquels on pourrait potentiellement installer donc, du photovoltaïque. Maintenant, si on parle donc de la récupération donc de l'eau de pluie, alors pour le coup, la récupération d'eau de pluie, peu importe l'exposition donc de nos toitures, on pourrait se permettre de venir récupérer de l'eau de pluie donc de ces toitures. Malgré tout, on retombe un peu donc dans les mêmes travers. À partir du moment où on a des toitures qui sont avec des peintures au plomb ou on a donc des toitures amiantées, la récupération d'eau de pluie en vue de la valoriser donc, au sein de notre élevage ne va pas pouvoir être possible. Et donc, de ce fait, on a considéré que sur la base de la toiture disponible dans notre cheptel France, finalement, il n'y a que 50% donc, des toitures existantes qui nous permettraient de récupérer donc, des eaux de pluie. Ensuite, on pourrait aussi envisager, à partir donc, de nos toitures, de produire donc, du solaire thermique. Alors le solaire thermique, on va assez peu en parler, dans le sens où c'est des pratiques qui sont quand même assez peu courantes à l'heure actuelle, et en plus c'est des pratiques qui viennent en concurrence avec d'autres installations. C'est-à-dire que si j'installe du solaire thermique pour produire de l'électricité, ça sera potentiellement du photovoltaïque que je ne pourrais pas donc installer pour produire cette même ressource. Ensuite, on a la production donc, de bois. Alors ça va plutôt concerner le pâturage et donc notamment donc les ruminants, petits ou grands ruminants. On va pouvoir avoir donc des haies bocagères autour donc des prairies, autour donc des pâturages qui vont nous permettre de produire du bois qui pourra être valorisé au sein donc de nos structures. Et enfin, on a un dernier volet, c'est le volet qui a déjà été présenté par Fabrice et Pascal en milieu de matinée, concernant les effluents qui vont pouvoir être produits donc, par nos sites d'élevage. Et au vu du potentiel méthanogène des effluents que l'on a, on va être en capacité donc, de produire de l'électricité ou de l'énergie avec ce type d'installation. Alors, si on fait d'abord un premier focus sur la récupération donc, de l'eau de pluie. Donc, on va comparer la quantité d'eau directe consommée par nos élevages versus la quantité d'eau qu'on pourrait récupérer donc, sur nos toitures. En fait, on se rend compte que on est loin de l'autosuffisance, c'est-à-dire qu'au vu de ce qui est consommé, donc c'était les 0,4 milliards de mètres cubes qui étaient présentés par Laurence donc juste avant, en fait, on se rend compte qu'on serait en capacité donc, de ne récupérer que 11% de ces 0,4 milliards de mètres cubes. Par contre, il y a quand même un point de vigilance qui est important. Une eau de toiture ne veut pas forcément dire que c'est une eau donc potable. En fait, il y a tout un tas donc, de contraintes qui vont faire que quand on a une eau qui est passée au contact d'une toiture, en fait, elle va potentiellement se charger en matière organique. Donc, ça peut être des lichens, des mousses, ça peut être des fientes d'animaux sauvages, etc., etc. De la même façon, c'est une eau qui potentiellement peut se charger en contaminants. Donc les contaminants en question, ça peut être des contaminants produits par nos cheminées, sur lesquels on va avoir un dépôt finalement autour donc, des cheminées qui sont matérialisées en rouge sur la photo juste ici. Et quand l'eau va ruisseler donc, le long donc, de la toiture, elle va pouvoir potentiellement récupérer une partie donc, des contaminants qui sont venus se déposer donc, sur la toiture. Et enfin, l'eau que l'on récupère, c'est une eau qui n'est pas minéralisée, dans le sens où elle ne va pas avoir un transfert donc, dans les roches de la surface de la Terre, qui vont lui permettre de charger donc, en minéraux et qui vont faire qu'elle sera une eau, on va dire, relativement équilibrée.
De ce fait-là, en fait, quand on réfléchit à tout ce qui est récupération donc des eaux de pluie, finalement, il y a tout un raisonnement à avoir sur avoir à disposition des unités de stockage. Donc souvent, dans les évaluations qui peuvent être faites, on préconise d'avoir à peu près 1 mois d'utilisation en stockage pour permettre de réussir à couvrir finalement les habitudes de consommation courante de nos élevages. Une fois qu'on va avoir des unités de stockage, si on veut s'assurer que cette eau puisse être facilement utilisable et qu'elle se conserve dans le temps, la plupart du temps, il va falloir y associer des unités donc, de traitement avec des systèmes de filtration, avec des systèmes de chloration, etc. etc. Et à l'heure actuelle, l'eau qui va être récupérée donc, sur nos toitures ne va pas pouvoir être directement donc, injectée dans le réseau d'eau classique de votre élevage, donc c'est-à-dire le réseau d'eau provenant donc, de votre forage, de votre puits ou du réseau d'eau classique. Ça va devoir être un réseau d'eau donc, dédié. Et donc de ce fait-là, ça sous-entend qu'il va y avoir un doublement des installations, avec selon si l'eau provient du forage, du puits ou du réseau classique, ça passera par un certain nombre de canalisations. Si elle passe des systèmes de récupération d'eau, ça passera par un autre système de canalisation. Donc on se rend compte que pour obtenir ces fameux 10% d'autonomie, c'est pas si trivial que ça. Il y a tout un tas de choses et tout un tas de points de vigilance donc à avoir en tête ou à mettre en place pour faire en sorte que ça devienne une réalité. Un autre point donc, de vigilance, quand on parle donc, de l'autonomie donc, en eau, un point qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une différence à avoir entre l'eau utilisée donc en élevage et l'eau qui est réellement consommée donc par les animaux. Donc en fait, un des leviers d'action qu'on pourrait envisager pour venir réduire les consommations d'eau donc de nos élevages et avoir une empreinte environnementale qui serait moindre, ça serait peut-être de réussir à trouver donc des systèmes qui permettraient justement d'avoir une eau utilisée qui est égale à l'eau consommée. Et de ce fait-là, beaucoup moins donc, de gaspillage. Juste à titre d'exemple, je vous présente une étude qui a été faite donc sur la filière porcine, mais à mon avis qui est relativement duplicable dans d'autres espèces, où en fait on mettait des porcs charcutiers. La référence quand on est en porc charcutier, c'est d'avoir des débits d'abreuvement autour de 1 litre minute. C'est la référence et c'est la préconisation. Et là, un test était fait en passant à 2 litres minute. Et en fait, on se rend compte qu'en passant à 2 litres minute, donc les données que vous avez ici correspondent à des litres par porc et par jour de quantité d'eau gaspillée, donc c'est-à-dire une quantité d'eau qui n'est pas qui est prélevée donc sous l'abreuvoir, enfin qui est récupérée sous l'abreuvoir. Et en fait, on se rend compte que plus les débits d'eau vont être importants, et plus en fait on va avoir un gaspillage d'eau qui va être fait, et donc une quantité d'eau utilisée qui va devenir bien supérieure à la quantité d'eau réellement consommée donc par les animaux. Et donc ça marche d'une manière générale, quel que soit le stade physiologique. Là, on parle des porcs charcutiers. Il y a des tests qui ont été faits sur des truies, en maternité, en gestante et sur du post-sevrage, et c'est toujours les mêmes données que l'on obtient. En fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que d'une manière générale, la préconisation est d'1 litre minute, mais en fait, le débit des abreuvoirs, c'est une donnée technique qui est rarement contrôlée de manière précise. Donc en élevage, on est plutôt sur un contrôle à l'œil de est-ce que visuellement la quantité d'eau tombe de manière suffisante. Et en fait, quand on fait des mesures et qu'on s'intéresse à ces données-là, on se rend compte que la pratique courante des débits d'eau fréquemment rencontrés donc en élevage, on est plutôt entre 1,5 litre et 3,5 litres minutes. Et donc de ce fait-là, on peut avoir une quantité d'eau utilisée qui est bien supérieure. Alors après, il peut y avoir le débat de est-ce que l'eau utilisée, c'est une eau qui est malgré tout, on va dire, utile à l'animal pour des raisons comportementales. Ça peut être une façon de se thermoréguler, ça peut être une façon, entre guillemets, de dissiper une certaine frustration. Et donc, du coup, cette eau utilisée, elle peut avoir d'autres vertus. Par contre, si on réfléchit juste d'un point de vue environnemental, on se rend compte que ça peut quand même poser souci. Maintenant, on va faire un focus donc, sur la partie production d'énergie. Alors, je vais revenir sur des éléments qui ont été présentés donc, par Pascal et Fabrice ce matin, mais souvent on dit que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Là, typiquement, c'est pour vous montrer la quantité d'électricité qui pourrait être produite via la méthanisation et via la production d'électricité photovoltaïque. Et là, on se rend compte que pour le coup, on a une capacité donc, de production qui est très très importante, de l'ordre de 3 fois ce que l'on consomme en énergie directe. Par contre, tel que vous voyez, alors je vais pas recommenter donc, le graphique parce que c'est exactement le même que celui qui a été présenté donc, ce matin. En fait, on se rend compte que c'est largement excédentaire dans un certain nombre de filières et finalement, il en manque pour d'autres. Donc de ce fait-là, on se retrouve dans une situation qui n'est pas forcément si simple à gérer derrière. Justement, quand on regarde un peu la production envisagée, en fait, la méthanisation, au vu de la quantité de méthane disponible dans nos effluents d'élevage, on sera en capacité de produire 35 TWh donc d'énergie. Et avec le photovoltaïque, sur la base des hypothèses qu'on vous a présentées donc juste avant, on serait capable donc de produire environ 7 TWh. En fait, quand on regarde la carte postale à l'heure actuelle, elle court
elle ressemble, en fait, on est plus proche de 0,7 TWh en 2022 pour la méthanisation. Et pour le photovoltaïque, sur la base de ce qui est d'ores et déjà présent sur les installations agricoles en Bretagne, on n'est qu'à 0,18 TWh donc en 2023. Donc on se rend compte que finalement, il y a un écart qui est quand même assez important entre ce qu'on envisage donc d'un côté et ce qui est réellement présent donc de l'autre. Sachant qu'il y a plein d'autres solutions qui peuvent exister pour produire de l'énergie. Il y a les pompes à chaleur, il y a la lisiothermie qui a également été évoquée donc ce matin, et on a parlé donc tout à l'heure des chauffe-eau solaires qui pourraient aussi être une solution pour venir compléter le package énergétique qui pourrait être produit donc sur nos élevages. Et enfin, on pourrait avoir la capacité donc de produire donc de l'énergie à partir donc du bois présent donc dans nos haies. Et donc là, la production donc potentielle, elle pourrait atteindre à peu près donc 6 TWh par an. Du coup, juste pour se projeter un petit peu à l'horizon 2050, pour parler donc de la production porcine et de la production donc des volailles d'une manière générale, en fait, on se rend compte qu'on peut quand même avoir une marge de progrès qui est assez importante, dans le sens où il y a des nouvelles générations de ventilateurs qui existent et qui permettent de faire 70% d'économie d'énergie sur le lot ventilation. Or, le lot ventilation, si on prend la production porcine, ça représente dans la consommation électrique d'un élevage une proportion qui est très importante, et ce qui nous permettrait de faire finalement 27% d'économie d'énergie au global sur l'exploitation, sur la seule base de l'installation de ventilateurs économes. Pour finir vite, sur un autre message aussi sur les économies d'énergie. En élevage bovin, j'ai pris l'exemple de la Bretagne, où avec l'installation des pré-refroidisseurs et des récupérateurs de chaleur, donc pour économiser de l'électricité sur le temps calé, en fait, on a déjà économisé 28 gigawattheures par an avec l'installation de ces équipements. Et ces équipements ont pénétré plus de 50% des exploitations en 2023. Donc, on a des progrès encore à faire, mais il y a une belle marge déjà qui a été exploitée. Un autre indicateur aussi pour pour parler aussi du changement climatique, en fait, la consommation d'eau, elle est liée aussi à nos besoins en eau qui sont liés au climat. Et dans le cadre d'Oracle, on a calculé un indicateur sur la quantité d'eau bue par un bovin. Pour les bovins sont bien à 15 degrés, ils boivent plus dès qu'on dépasse les 15 degrés, ce qui arrive de plus en plus fréquemment. Et donc, tous les 10 ans, c'est plus 21 à 42 litres par vache de bu en plus par an. Depuis 1958, donc soit pour un élevage de 80 vaches laitières, on a une consommation en 2020 qui est de 20 000 litres supplémentaires par rapport à 1958, rien qu'à par ce facteur changement climatique et augmentation des températures moyennes. Voilà, donc des éléments à prendre en compte aussi pour l'avenir. Voilà. Alors, quelques ordres de grandeur pour finir. La consommation électrique directe de l'élevage français, c'est égal à la consommation de la Sarthe. 500 000 habitants, voilà, vous pouvez retenir ça. Et la consommation d'eau directe, c'est égal à la consommation de tous les habitants de la Bretagne et de la Normandie réunis, soit 7 millions de personnes. Un dernier ordre de grandeur. Pareil, pour vous donner donc deux autres messages clés qui pourraient être retenus sur les économies donc de ressources donc potentielles, on se rend compte que la ferme France serait en capacité donc de produire toute l'énergie donc qu'elle consomme, voire même d'être excédentaire. Et sur la partie donc l'eau, en fait, on se rend compte qu'à l'avenir, donc avec le réchauffement climatique, nos animaux vont probablement être amenés à prélever de plus en plus d'eau et qu'il faudra être de plus en plus vigilant justement pour essayer donc de réduire cette augmentation donc des consommations donc à l'avenir. Et enfin, un dernier message, c'est que finalement, on a quand même un décalage qui est relativement important entre les ambitions que l'on pourrait avoir et finalement la réalité terrain, ce qui, si on termine sur un message positif, nous laisse une grosse marge de manœuvre pour être plus performant donc à l'avenir. Voilà, merci à tous.